Et pour parler de l'impact sur les marchés de cette victoire indiscutable de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Président des Cahiers Verts de l'économie. Déjà, alors un point numéro, il y a plein de trucs à dire. Déjà, on a évité le pire des scénarios, qui était, pour les marchés, qui était de ne pas savoir. On se disait, possiblement, il y aura des contestations, ça peut durer des semaines, des jours, des mois, ne pas savoir qui va gagner, etc. On parle uniquement du marché action, là ou... Sur tous les marchés, mais il y avait cette incertitude de ne pas savoir pendant plusieurs jours ou semaines qui serait le vainqueur. Là, on a un vainqueur avec surtout des incertitudes alimentées par des recours, des polémiques, voire éventuellement de la violence. Alors effectivement, voilà. Ça, on l'a évité, au moins, cette hypothèque-là. L'élection, c'est remarquablement passé. Il faut se rendre compte qu'il y a quand même il y a 340 millions d'Américains, il y a 244 millions d'électeurs potentiels, enfin inscrits. C'est une grande démocratie en fait. Bon, c'est la deuxième démocratie après l'Inde, mais enfin disons qu'en Inde, ça se passe pas toujours de façon extrêmement transparente. Là, c'est très bien passé, sans violence, en dépit de tous les discours qu'on a entendus, en particulier en Europe, par un certain nombre d'éditorialistes qui disaient que ça se passerait mal, il y aurait des dents, on connaîtrait pas, il y aurait de la violence, il y aurait ceci. Ça s'est remarquablement passé. Enfin, jusqu'à moi, ça fait 1h30 que j'ai pas regardé les news là-dessus, mais tout s'est bien passé. Il n'y a eu aucune violence, il n'y a quasiment eu aucun dysfonctionnement. Enfin, c'est la démocratie américaine marche, voilà. Ouais. Alors après, encore une fois, voilà. Il faut regarder l'impact sur les marchés. Oui, le dollar en hausse de 2% face à l'euro, de 1,5% face à un panier de devises. Les taux longs américains montent aussi, donc hausse du dollar, hausse des taux longs américains, 15 points de base, on est à 4,4% sur le 10 ans américain. Les bourses aussi, autour de 2% sur les futurs à Wall Street, un peu moins sur le CAC 40. C'est normal. Plus la hausse du Bitcoin, quand même, c'était aussi, ça faisait partie un petit peu des actifs qu'il fallait jouer. Alors après, il y a les secteurs, hein, c'est important. Les secteurs américains qu'il faut jouer en cas de victoire de Trump. Il y avait évidemment oil and gas, hein, les énergies fossiles, l'énergie, les bancaires qui sont gagnantes à la dérégulation, en gros, hein, et à la hausse des taux, plutôt favorable. Il y a également, mais ça c'est un secteur traditionnel... hausse des taux longs, hein. Oui, bien sûr. Secteur traditionnel républicain, c'est le secteur de l'armement. La tech également. Alors, pourquoi la tech? Parce que c'est pas tellement parce qu'il y a Elon Musk derrière, c'est parce que Kamala Harris relevait le taux d'impôt sur les sociétés et que le taux de la tech est en moyenne très faible, sous la moyenne américaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie des bénéfices réalisés à l'étranger. Healthcare aussi, la santé. Pourquoi? Parce que ça dérégule. Trump est opposé enfin, il est favorable à la liberté de fixation des prix des médicaments, donc il est plutôt libéral du point de vue économique là-dessus. Donc tout ça est favorable. Par contre, ce qui ne va pas être favorable, c'est ESG, Clean Energy, tout ce qui est énergie renouvelable. Ce qui est bon pour la planète, ça c'est sûr. Tout ce qui est censé être bon pour la planète, oui. Alors il y a un autre secteur qui va bien marcher, c'est les small caps américaines, qui vont bénéficier plutôt d'un climat économique domestique favorable. Il y a quelques valeurs qui vont souffrir au niveau américain. Ce n'est pas tellement des secteurs, c'est plus des valeurs qui importent beaucoup, notamment de Chine. Ou d'autres pays qui vont subir l'augmentation des droits de douane. Donc sur les marges, ça va être un petit... Mais c'est plus une question de stock picking, c'est pas tellement une question de secteur ou de style d'investissement. Voilà. Et donc ça... c'est le scénario idéal aujourd'hui pour Wall Street, pour les marchés. Ah oui, oui. En tout cas à court terme. On parlera après du moyen-long terme avec la politique de Trump qui est très inflationniste, qui est source de... C'est très inflationniste, ça. Je sais que tout le monde dit alors, ça. On va en parler juste on disait aussi en 2016, on a vu le résultat. Ouais, mais juste à court terme, donc c'est le scénario idéal. Le vainqueur est clair. Il est pro-business, il veut baisser l'impôt sur les sociétés. Il veut déréguler aussi. Il veut déréguler. Le Sénat est républicain. La Chambre des représentants, je n'ai pas encore l'info. Moi non plus, pas encore, mais enfin, vu la dynamique de ce matin... Donc les pleins pouvoirs. Oui, ce qu'on appelle un red sweep, c'est-à-dire à la fois la présidence et tout le Congrès. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut potentiellement appliquer son programme. En tout cas, à court terme... Notamment sur la partie fiscale. Parce que si jamais les démocrates l'avaient emporté sur au moins une des deux chambres, ils pouvaient remettre en cause les projets, non pas de baisse d'impôts, d'ailleurs ce n'est pas une baisse des impôts, c'est la prolongation des baisses d'impôts qui ont été votées en deux. Voilà, sur le revenu et surtout sur les sociétés.
Parce que... il promet de baisser l'impôt sur les sociétés. Non, mais il l'avait baissé en 2017. Ouais. Mais Kamala Harris, elle, prévoyait de les remonter de 21 à 28 pour le taux d'IS général, augmenter le taux d'imposition minimum des grosses boîtes, augmenter la partie des bénéfices qui sont réalisés à l'étranger, augmenter la taxe sur les rachats d'actions qui passerait de 1 à 4, suppression d'un certain nombre de déductions, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça avait un impact pas très éloigné de 10% des BPA. Du S&P 500. Bénéfices par action. Et sans parler de l'impact que Kamala Harris, elle souhaitait augmenter le taux d'imposition sur le revenu, les successions, les grosses successions en particulier. Et on sait bien que ces catégories-là, ce sont les grands pourvoyeurs en termes d'investissement action. Donc il y avait un effet négatif sur les actions en cas de vote démocrate. Après, encore une fois, beaucoup a été promis. Par Donald Trump, aussi par Kamala Harris d'ailleurs, mais Donald Trump, on l'a dit, baisse de l'IS, défiscalisation des pourboires, des prestations sociales, des heures supplémentaires, crédit d'impôt pour les aidants, réduction d'impôt pour les intérêts payés sur les crédits auto. Voilà. Il pourra maintenant ou pas tenir toutes ses promesses d'un point de vue économique tant qu'il a a priori les pleins pouvoirs et les chambres. On s'inquiète assez régulièrement en Europe de la reprise de l'inflation générée par Trump. Il a un programme qui est pro-croissance et pro-inflation, pardon. Et ça veut dire quoi, pro-inflation? On disait exactement la même chose en 2016. On disait, il veut faire une relance budgétaire en haut de cycle, c'est pas bon, ça va générer de l'inflation. Il veut augmenter les droits de douane, ça va générer de l'inflation. Tu as vu de l'inflation entre 2017 et 2019? Non, elle est arrivée après. Mais bien après. Il y a eu Covid entre-temps, qui était un choc plutôt déflationniste. Elle arrivait à partir de la fin 2021. Ça n'avait rien à voir avec Trump. Voilà, arrêtons de baratiner sur la reprise de l'inflation. Alors je veux bien qu'on dise tout le mal de Trump, mais c'est quand même pas, c'est un sacré animal politique quand même. Hein. Et il sait très bien que la principale insatisfaction économique, encore aujourd'hui, des Américains, c'est sur l'inflation, alors que pourtant elle a considérablement diminué depuis 2 ans. Les Américains sont pris 20% d'inflation sous Biden, sous le mandat Biden. Oui, en niveau, tu veux dire. Oui, niveau, bah oui. En niveau. Oui, bien sûr. Avec des salaires d'ailleurs qui ont augmenté sur l'ensemble du mandat, pas loin de 20%, mais il n'y a pas eu de gain de pouvoir d'achat. En moyenne, c'est une moyenne. Alors, il faut prendre sur le revenu disponible, hein, parce que pas sur les salaires, parce qu'il y a quand même des prestations sociales, les revenus des capitaux et tout ça. Hein, donc, ils s'en sont quand même pas mal sortis, mais c'est vrai qu'ils ont puisé pas mal sur l'épargne. Ouais. Notamment le stock d'épargne qui avait été accumulé durant Covid, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de chèques aussi envoyés aux ménages américains. Mais quand on me dit reprise de l'inflation, on est en train de nous ressortir un thème de 2016, que j'avais d'ailleurs discuté avec toi il y a très longtemps, donc il y a 8 ans, et j'avais dit, les gens exagèrent là-dessus. Sur les droits de douane, par exemple. Pense-t-on raisonnablement que Donald Trump va relever les droits de douane d'un coup, comme ça? Il a dit 10%, et jusqu'à 60% sur la Chine. Regarde ce qui s'est passé entre 2017 et 2019. Il ne l'a pas fait en une fois, il a lissé le truc, c'est pas du tout la même chose. D'autre part, il ne faut quand même pas exagérer, quel est le poids des importations dans l'économie américaine? Si tu prends même les biens et services, même les services qui ne vont pas vraiment être concernés, tu es à 14%, c'est pas une économie très ouverte. La hausse du dollar, parce que le dollar monte quand même déjà depuis pas mal de temps, va amortir le processus. Et puis les boîtes ne vont pas répercuter, les boîtes ne vont pas répercuter mécaniquement la hausse des droits de douane sur les prix domestiques. Ils vont prendre sur les marges. Et puis bien évidemment, les consommateurs vont s'ajuster. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir un effet de quelques dixièmes de points d'inflation. Mais quand on me dit reprise de l'inflation avec Trump, c'est ridicule. On parle aussi de l'immigration. Oui, on dit, voilà, ça va faire monter les salaires, etc. Mais attendez, il y a 11 millions d'immigrés clandestins aux États-Unis. Tu crois qu'en 4 ans, tu peux te débarrasser de 11 millions de... Tu n'as pas les capacités financières, douanières, tu as avec policières même. Donc il ne le fera pas alors? Il fera un peu. Quand tu regardes ce qu'il a fait faut regarder ce qu'il a fait. Entre 2017 et 2020, il a pris plusieurs centaines de décrets contre l'immigration, de différentes natures. Hein. Quand tu regardes la courbe sur l'immigration aux États-Unis, ça a un petit peu baissé. Mais c'est marginal. Depuis, ça a repris évidemment avec Biden. Qu'est-ce qu'il va faire? En plus, il ne le fait pas pour des raisons économiques, il le fait pour des raisons narcotrafic, insécurité, et puis d'une manière plus générale, identité américaine, on va dire ça comme ça. Tu vois, il ne le fait pas pour des raisons économiques. Parmi ses soutiens, il y a des quantités de boîtes, de secteurs qui vivent de l'immigration.
Et c'est un pragmatique. Certains disent que Trump 2 n'est pas Trump 1. Non mais ça, alors voilà, comme on s'est gouré sur Trump 1, on t'annonce Trump 2, le retour, comme Alien, tu sais, le célèbre film de James Cameron. On voit pas trop le monstre, si tu te souviens bien, dans la première partie. Mais alors, dans la deuxième partie, Alien, le retour, alors là, il se lâche, là. Tu le vois partout, il dégomme tout le monde. Donc la guerre... Ça c'est l'interprétation dominante, dans la presse en particulier, anti-Trump. Mais qu'est-ce qu'on en sait de Trump 2 ? Il veut rétablir la souveraineté des États-Unis sur l'immigration. C'était un débat interdit, comme en Europe d'ailleurs, comme en France. Voilà. Il a mis ça sur le tapis à partir de 2017. Nous, maintenant, 7 ans après, nous, l'Italie, l'Allemagne, la France, on est en train de s'apercevoir, avec beaucoup de retard, avec 7 ans de retard, des méfaits de l'immigration sans contrôle. Voilà, je n'en ai pas contre l'immigration, mais l'immigration non contrôlée et débridée, tu vois. C'est comme sur le mercantilisme chinois. Il attaque la Chine en 2017. Qu'est-ce que disent les économistes, en particulier européens ? Ils disent « Ah ben c'est terrible, il remet en cause le commerce international, ça va être terrible, c'est le retour des années 30, etc. » Mais il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'impact. Et qu'est-ce que fait l'Europe maintenant, 7 ans après ? Eh ben elle s'attaque au mercantilisme chinois avec 7 ans de retard. 7 ans de retard, je peux te dire que dans les performances futures, ça va se voir. Quand donc à tous les experts qui disent que le programme économique de Trump serait un désastre pour l'économie américaine, vous répondez, on a déjà entendu ça en 2016. On a entendu ça, et puis on a vu le bilan. Quel est le bilan de Trump sur le plan de la croissance ? Alors on va éviter Covid, parce que franchement Covid, ni l'un ni l'autre était responsable de Covid, ni lui ni Biden. Tu prends 2017, 2019. Pourtant on était en fin de cycle, et tu sais que historiquement en fin de cycle, les performances sont moins bonnes en termes de croissance de la productivité. Parce que la baisse du taux de d'IS, ça fait remonter le taux d'investissement, notamment dans la tech. Et les gains de productivité ont déjà commencé à accélérer entre 2017 et 2019. Création d'emplois, taux de chômage, investissement dans la tech, dans ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, dans les investissements tech. Tout ça, ça a été excellent. C'était un très bon bilan. Biden bon, aussi, d'ailleurs. Écoutez, tout est bon dans le programme économique. Il n'y a rien qui vous effraie dans le programme économique de Trump. D'un point de vue économique, encore une fois, là, ne serait-ce que pour les Européens, ce protectionnisme qui est appelé à durer, on l'a compris, cette agressivité de Trump aussi envers les Européens, on a compris, notamment ce qu'il a dit. C'est à nous, mais attendez, agressivité de Trump. Les Américains, c'est 340 millions d'habitants, on est d'accord. Ça veut dire 4,5% de la population mondiale. Tu sais ce qu'ils représentent en termes de dépenses militaires dans le monde ? Quasiment 40%. Par rapport à l'Europe de l'Ouest, si tu ajoutes le UK, par exemple, tu dois avoir environ 550 millions d'habitants, tu vois, contre 340 millions aux États-Unis. On ne dépense même pas la moitié en termes de dépenses de défense. Et quand je dis la moitié, c'est plutôt vers le quart. Je n'ai pas les chiffres précis en tête, là, au moment où je te parle. Il y a un problème de responsabilité. En plus, Trump nous a prévenus durant son premier mandat. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Rien. On attend toujours. On est passif. On veut sentiment. On veut, simplement, sortir de l'histoire gentiment, quoi, sans qu'on nous embête trop, quoi. C'est ça, la réalité de la gouvernance européenne. Qu'est-ce qu'est l'Europe aujourd'hui, avec son déclin quasi permanent depuis au moins une vingtaine d'années ? Qu'est-ce que l'Europe peut-elle donner ? En quoi peut-elle donner des leçons de gouvernance à l'Amérique ? Tu veux me le dire ? Bon, et donc finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes avec une présidence Trump qui s'annonce quand même pour beaucoup mouvementée, avec encore des décisions qui seraient prises sur l'Ukraine, sur le Proche-Orient, vis-à-vis de la Chine et de Taïwan, vis-à-vis du commerce mondial, encore une fois, des droits de douane, vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de... Donc on dit qu'il y aurait beaucoup de volatilité, notamment sur les marchés, avec un Trump président. On verra. Avant de parler de la volatilité, parlons des tendances de moyen terme. On verra ce qui se passera. Tu me parles de l'Ukraine. Ils considèrent que l'Ukraine, comme la majorité des Américains d'ailleurs, ils considèrent que l'Ukraine c'est un problème européen. Voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir Poutine et il va lui dire, en gros, moi je veux un cessez-le-feu et je suis prêt à te donner des concessions. Sans l'Europe. Il va y aller sans un représentant européen. Parce qu'il méprise l'Europe. Parce que pour lui, l'Europe passe son temps à donner des discours de morale à longueur de temps, que ce soit sur la transition énergétique, les droits de l'homme, tout ce que tu veux. Mais du point de vue des éléments de la puissance, elle a tout perdu en 40 ans, tu vois. L'Europe, c'est juste un petit peu un marché intérieur et le soft power, c'est tout. Du point de vue énergétique, technologique, militaire, économique, commercial, elle recule, tu vois. Donc fondamentalement,
qu'est-ce que tu veux aller donner des leçons à Trump ou à n'importe quel gouvernant américain? Donc Trump, c'est bon pour l'économie américaine, c'est bon pour la bourse. Si c'est bon pour l'économie américaine, c'est bon pour la bourse américaine et donc pour la Trump, bourse. ce sera bon pour la bourse? Au-delà de la réaction d'aujourd'hui. Hein. Je pense que, bien sûr, au-delà de la réaction d'aujourd'hui, je pense que Trump était, pour la bourse, était un meilleur candidat que Harris, certainement, oui. Globalement. Mais ça, c'est un relatif, maintenant en absolu, maintenant qu'il est élu, maintenant qu'il a les pleins pouvoirs, maintenant qu'il va pouvoir faire à peu près ce qu'il veut. Alors oui, je pense que... Alors après, dans les valeurs qui vont un peu souffrir, c'est que comme les taux vont être un petit peu plus élevés, par exemple, tu vois, les valeurs sensibles aux taux vont... C'est juste une question, si tu veux, d'arbitrage entre secteurs ou valeurs au sein du marché américain. Mais directionnellement parlant, je pense que... En tout cas, il appliquera son programme pour vous, maintenant qu'on sait ce qu'il a envie de faire et qu'il a les moyens de l'appliquer. Alors oui, il a plus... Certains de ses partisans ont dit « Oh là là, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. » Non, c'est vrai que... Il y a ce qu'il fera. Alors, je finis sur les actions. Directionnellement, c'est plus favorable, mais après, il y a quand même des vecteurs de ralentissement. C'est la valorisation absolue qui est élevée, la prime de risque très basse, le sentiment de marché qui est quand même plutôt boule, et aujourd'hui, ça doit être encore plus le cas. Le positionnement des investisseurs est très agressif sur les actions, donc il faut faire gaffe. Donc on fait quoi aujourd'hui? Maintenant, pour ceux qui nous regardent, qui se disent, tiens, maintenant, ça y est, il n'y a plus d'incertitude, on sait que Trump va être président à partir de janvier. C'est sûr qu'on surpondère les actions américaines par rapport aux actions européennes. On choisit bien les secteurs. Aujourd'hui, il faut acheter les actions européennes. Avec la victoire de Trump, il faut acheter les actions européennes. Non, les actions américaines. Il faut jouer ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. Voilà. L'exceptionnalisme américain, c'est le dollar, c'est les actions américaines, le dollar, même le high yield américain, qui est moins international, beaucoup plus domestique. Je pense que le high yield américain va bien performer. Oui, je pense qu'il faut plutôt jouer l'exceptionnalisme américain. Alors après, il y a quand même des vecteurs de temporisateurs sur le marché action, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est pas quand même Trump qui fait toute la bourse. Voilà. Il y a la valorisation, ce que je te disais tout à l'heure, sentiment de marché, le positionnement, des éléments techniques aussi. Et puis quand on dit la bourse, c'est pas toute la bourse. C'est sûr que la tech est gagnante, la santé est gagnante, tous les secteurs que je t'ai mentionnés tout à l'heure. Ouais, après, il y a un des angles morts de cette campagne, qui était aussi un des angles morts de la campagne des législatives en France, c'était l'envolée de la dette publique américaine. Et on sait que, vu ce qu'il a envie de faire, ça va creuser les déficits. Non, tu n'es pas d'accord non plus. Potentiellement, tout le monde dit que son programme va creuser les déficits publics américains et donc la dette. Donc la dette n'est pas un sujet pour les États-Unis non plus. Écoute, quand on voit la situation de la France, enfin, que ça vienne de France, cette critique, c'est hallucinant. Quand on voit la détérioration des finances publiques françaises en 40 ans. On n'est pas les mieux placés quand même. Hein. Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, ce qui est dingue, c'est qu'à déficit public quasiment similaire, on va dire, eux, ils ont 3% de croissance, là, nous, on n'en a même pas 1. Et en plus, le déficit, est terrible. Les déficits publics depuis 2 ans, c'est quoi? Chez nous, IRA, chez eux, ouais. Bill, Chips. Alors, ça renforce la croissance potentielle américaine. Nous, quand on fait des réformes de retraite ou quand on augmente des dépenses à tour larigot... Donc il est content, Jean-Pierre Petit, ce matin. Attends. Il est content de l'élection de Trump. Attends, parce que c'est important ce que tu as dit sur la soutenabilité des finances publiques. La croissance potentielle, non seulement est plus forte, mais elle s'est creusée en faveur de l'Amérique au détriment de la zone euro où ça a baissé. Deuxièmement, tu as une idée du taux de recettes publiques en pourcentage du PIB par rapport à nous, Français? Non. Tu as plus de 20 points d'écart. Donc tu peux augmenter les impôts sans... Ah oui, le taux de dépenses publiques. Oui, on est 20 points au-dessus de... Les dépenses liées au vieillissement, qui sont contraintes, tu vois, la Social Security américaine, les retraites américaines, Medicaid, Medicare, elles sont beaucoup plus faibles. Mais ça n'a rien à voir avec la situation en Europe de l'Ouest et en France en particulier. Et tu le sais très bien, tu te finances beaucoup plus facilement aux États-Unis quand tu émets du dollar et quand tu bénéficies de marchés obligataires extrêmement profonds et extrêmement liquides. Donc avec une seule signature, l'État fédéral américain. Donc moi, je pense qu'il y aura un ajustement, ça c'est vrai, mais je pense qu'ils vont beaucoup mieux s'en sortir que nous. Et dernier élément quand même sur le taux, sur les finances publiques américaines, je suis à peu près persuadé que, pas à court terme, mais dans les prochaines années, les taux réels de la Fed vont baisser. Voilà. Bon, donc finalement, contrairement à tout ce qu'on entend beaucoup dans les médias français de catastrophe, c'est pas une catastrophe d'un point de vue économique, sans faire de petits bruits de la bouche, c'est pas une catastrophe d'un point de vue économique, cette élection de Trump. Non, c'est même pas une catastrophe du point de vue politique, contrairement pour l'Europe. L'Europe, ça va la pousser, ça va la secouer, encore une fois, par rapport à son apathie, sa lenteur, son immobilisme. Voilà. Les seuls moments où l'Europe a un peu bougé au cours des dernières années, c'est quand il y a eu des chocs extérieurs. Ouais, Covid, ou quand il y a eu la guerre d'Ukraine, par exemple, les achats groupés
de gaz, etc. Voilà. Il faut revenir à la puissance. C'est le discours politique de Trump. Il faut revenir aux fondamentaux de la puissance, pour devenir une puissance et arrêter de donner des leçons de morale. C'est pas ça qui va faire progresser notre pays et notre environnement européen. Allez, merci. Entretien donc avec Jean-Pierre Petit. Il est content, Jean-Pierre Petit, de l'élection de Donald Jean-Pierre Trump. Petit est neutre. Voilà. Il est neutre, mais d'un point de vue économique, il dit que c'est une bonne chose que Trump soit élu. Oui, c'est objectivement plutôt une assez bonne chose, ouais, je pense. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Jean-Pierre. Je t'en prie, David.